notre premier livre sur l'histoire de l'île Lavache, un bouquin d'environ une centaine de pages qui retrace toute l'histoire de l'île Lavache, les sites touristes, les sites archéologiques superbes de l'île Lavache. Donc, ensuite, nous avons également lancé tout dernièrement avec le feu vert du ministère du Tourisme, avec Dr Gary Zairo qui est là. Gary Zairo va faire toute la modélisation des risques tsunamiques, risques cycloniques et spécialement la modélisation sur les changements climatiques et les impacts du changement climatique. Donc, il ne sera pas seul, il y a d'autres experts américains. Gary, one of the doctors who will be working with you on climate changes, what's his name again? Stephen Lazarus. Ok, il y a Steve Lazarus, qui est très connu aux États-Unis, qui va également accompagner Gary. Il y a 2 universités américaines à qui nous avons demandé de valider également les études qui seront remises au ministère. Et donc tout ceci est en cours. Et Gary, I was also saying that to your American University will also validate the studies that will be produced. Que ce soit les études faites par les experts haïtiens, mais les études sont faites également par les Américains avec nous. Question de montrer toute la notoriété des études qui sont produites et qu'on est en train de finaliser. Donc, globalement, je peux dire que le ministère du Tourisme a pris en compte toutes les facettes des études d'impact environnemental. J'ai personnellement rencontré la commission environnement du Parlement et j'ai expliqué le mandat et j'ai expliqué également à tout le monde combien que le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme, ces 2 ministères, ont pris à cœur le développement de l'île et veulent protéger l'île de façon durable. Donc c'est pour vous dire que en tant que partenaire, on a voulu nous-mêmes nous assurer que cela se fasse bien. Et si cela se fait bien, avec toute la rigueur scientifique que ça demande, on est là pour dire la vérité. C'est que tout avance très bien. Nous sommes des partenaires, nous avons des experts, que ce soit canadiens, comme Karim, qui est à la fois canadien et africain, des gens de l'UQAM. Il y a justement le doyen de l'UQAM qui veut nous rencontrer pour voir ensemble et les études qui se font actuellement sur la vache et que avec Karim, je veux très bientôt le rencontrer pour partager avec lui ce que nous faisons dans une démarche scientifique. Donc, merci tout le monde, merci d'être venus, les cadres du MDE. Heureux de vous voir. Je prends le temps de saluer la ministre. Je voulais savoir est-ce que ça a resté. Je vous ai retourné l'appel également. Je disais ça, René. Mais c'est vrai, elle m'a appelé près de 7 fois. Lorsque j'ai vu, on était déjà là. On s'excuse à la ministre. Donc, on est heureux d'avoir la ministre Rosanne avec nous pour plusieurs raisons. Car la ministre Rosanne connaît le CHRAD depuis bien longtemps. Et également a participé, peut-être l'histoire, l'histoire le retiendra parce que c'est quand même dans le Novelis. C'est une des personnes qui a supporté le projet du monde hôpital. Et lorsqu'on devait faire les études sur le monde hôpital, c'est la personne qui a lancé d'ailleurs le projet avec le ministre Ronald Toussaint. Et pour l'histoire, également, je dois le dire, c'est la personne qui m'a rencontré avec le PM et Elisabeth et qui a recommandé à ce qu'on aille voir le ministre de l'Environnement. À l'époque, pour dire, qui a présenté le CHRAD au PM et qui a dit, voilà, des experts haïtiens qui font du bon travail et qui nous a permis, lorsque nous avons rencontré le ministre Toussaint, de définir ensemble le cadre des interventions sur le monde hôpital. Donc, à tous ces tout honneur, on donne quand même, les Américains disent qu'il ne faut pas voler quand même le crédit des autres. C'est elle qui était à l'initiative de tout ce qui se fait dans le monde hôpital. Et elle a accompagné en plusieurs fois dans les rencontres avec les plateformes. Et Karim, qui est docteur en environnement, il est de Ouagadougou, mais il enseigne à Ouagadougou, il aime dire Ouaga, et également à l'UQAM. Depuis plusieurs années, il enseigne à l'UQAM également. Karim est connu mondialement, que ce soit au Canada, en Afrique et en Haïti. C'est lui qui a aidé à monter pour la francophonie le Bureau national d'évaluation environnementale au ministère de l'Environnement. Et oui, c'est lui qui était le chef des études qui a monté tout le document.
sur le dossier. Donc Karim est au CHRAD depuis maintenant environ 6-7 mois. Il voyage pour 15 jours, il repart pour 3 mois et au bout du monde. Ensuite, on a Annie Bra, qui est docteur en environnement. Annie fait la coordination du projet. Karim fait la coordination technique. Et justement, Annie est également vice-doyen de l'université Kiskeya pour la faculté de génie. Et oui. Et Annie, son mari également est docteur en environnement. Les deux au SNIC, les deux sont docteurs en environnement. Et les deux travaillent sur ce projet. Annie travaille 3 jours chez nous et 2 jours à l'université Kiskeya. Ensuite, nous avons le docteur Gary Zairo, qui est professeur d'université aux États-Unis, spécialisé dans la modélisation des risques tsunamiques et cycloniques. De construire une école, le centre technique qui est là, et refaire le marché. Et par la suite, on nous a approchés pour nous dire que est-ce qu'on était intéressé, et on a commencé à travailler sur le projet pour le ministère du Plan. Donc on a fait toutes les parties études environnementales et sociales. Ensuite, nous avons à côté Mme Kim Zairo. Kim est présidente de CIINC et Kim a une maîtrise en environnement et elle préside CIINC. On a travaillé également avec Dr Anne Cox qui vient de partir parce qu'elle a une réunion cet après-midi. Elle n'a pas pu rester. Dr Anne Cox a dirigé les études de biodiversité terrestre. Anne, moi j'ai tellement remercié Anne parce qu'Anne a environ 75 ans et Anne a monté derrière les motos pendant des heures. René a rencontré Anne sur l'île, une dame de 75 ans qui était toujours à moto. Et puis la bonne chose également, ils ont dormi dans les mangroves de l'île à Vache. Ce sont des gens qui ont dormi dans les mangroves de l'île à Vache. Patrick était avec eux une fois pour les voir, pour pouvoir prendre les sons des animaux, parce qu'il y a certains animaux, pour les reconnaître, il fallait le faire la nuit. Il fallait dormir dans les mangroves avec leur sac de couchage, reconnaître les sons, voir les animaux qui viennent la nuit dans les mangroves. Donc, ce n'était pas une chose facile. Et en dernier lieu, sur la table avec nous également, je présente également Evelyne Morgan. Evelyne nous a rejoint il y a environ 3-4 mois au CHRAD. Evelyne a travaillé dans le monde entier également, comme directeur dans différentes organisations. Elle a décidé de revenir en Haïti. Et on a accueilli au CHRAD car elle a le profil du CHRAD, elle a 2 maîtrises. Chez nous, ce sont des gens, il faut au moins une maîtrise pour faire de la recherche chez nous. Donc lorsqu'elle est arrivée chez nous, on était à bras ouverts qu'on l'a accueillie. Et maintenant, elle travaille sur un gros projet avec nous car nous sommes en train de développer une ferme bio. On a une ferme de 500 hectares que nous sommes en train de développer au CHRAD avec l'AFD, qui sera une propriété du CHRAD en fait, bien entendu. On est supposé produire 10 millions de dollars américains de bananes bio par année. Donc la ferme est en cours. Donc voilà, c'est un tas de projets pratiques et de recherche pratiques et théoriques que nous faisons. Et comme j'avais dit pour la ministre bien avant, et je veux le dire, toutes les composantes au niveau études biodiversité, études d'impact environnemental sont prises en compte dans ce projet. Et comme j'ai dit, que ce soit pour le ministère de l'Environnement, que ce soit pour le ministère du Tourisme, pour l'histoire, et je l'ai dit à la commission environnementale, que les études sont en train d'être terminées et ce sont des études de haute technicité et que le gouvernement, spécialement la ministre du Tourisme, a fait ce qu'elle devrait faire elle-même en matière de protection de l'île à Vache. Donc, merci tout le monde. Donc, je vais introduire le docteur Karim. Bonjour tout le monde, et puis je m'excuse du retard parce que j'avais un flou. Je me disais, est-ce que la rencontre allait se tenir parce que je n'ai pas eu de retour depuis le courriel de vendredi. Je regrette de ne pas pouvoir assister à l'exposé parce que moi je tiens beaucoup à l'île à Vache et comme je travaille sur la partie sociale. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus sur l'île, c'est les failles qu'on retrouve un petit peu sur l'île. Je voudrais savoir, est-ce que dans cette étude
on a fait, est-ce qu'il y avait une partie microménage là-dedans? Les dégâts, pour limiter les dégâts. Or if you have to add this in your study, what do you think? Okay. Il a dit que dans les études qui sont commanditées déjà, cette partie-là sera prise en considération. Bien entendu. Thank you. Notre ministre. Le DC a déjà répondu, mais le mot du ministre. Bon, alors moi je ne voudrais rien retarder parce que moi j'ai été pris d'une certaine paperasse. Je salue spécialement ma collègue, je peux dire de tous les jours, parce qu'avec ce gouvernement 4x4, c'est 24 sur 24 qu'on est sur la balle, et une personne de dévouement extraordinaire à la cause environnementale et également à la cause des démunis, qui s'associent énormément à la cause environnementale. Je revois ma collègue Godefroy, Mme Godefroy Régine, que je salue, vous tous du ministère de l'Environnement, Béléa, et le staff du CHRAD. Moi, tout ce que je pourrais dire pour ne pas retarder un peu plus et la restitution d'aujourd'hui, c'est que quand on voit un pays comme quand on considère la situation d'un pays comme Haïti, le développement touristique est un des paliers incontournables. Et quand maintenant le développement touristique prend en compte tous les paramètres de protection environnementale, il s'agit vraiment de développement touristique durable. Et le ministère du Tourisme, vraiment, s'est associé au ministère de l'Environnement pour que tout ce qui concerne le développement touristique soit vraiment guidé par les aspects cruciaux de gestion et de protection environnementale. Et sur ce, lorsque nous parlions du développement de l'île à Vache, la ministre du Tourisme m'a appelé et m'a demandé réellement de lui recommander une équipe efficace qui pourrait faire des études et des recommandations pertinentes sur un développement durable, touristique durable et prenant en compte la protection des écosystèmes pour que tout soit fait en harmonie et qu'il n'y ait pas un développement d'un côté et puis une destruction de l'autre côté. Et c'est justement le but de cette restitution d'aujourd'hui où sans hésitation, j'ai choisi une firme qui se passe de présentation pour les études importantes qu'elle a faites dans le passé. J'ai pu suivre l'évolution des études menées sur le dossier Île à Vache et je pense que j'ai fait un bon choix et nous allons assister, apprécier et voir les recommandations, les trouvailles de la firme CHRAD et de son équipe nationale et internationale. Merci. Parce que je voudrais mentionner simplement que j'ai eu la chance depuis 2 ans de travailler maintenant à Haïti grâce à une première collaboration que j'ai eue à travers le PNUD au niveau international. En termes de référence, j'ai été donc pendant 7 ans, de 2006 à fin 2012, le directeur général du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale. C'est une ONG internationale basée à Montréal qui coordonne le renforcement des capacités dans tous les pays francophones au niveau mondial. Et à travers cela, on a pu développer un réseau d'experts en évaluation environnementale auquel Haïti s'est joint ces dernières années. Donc c'est au nom de cela que l'IEPF, la francophonie et le PNUD m'ont sollicité pour coordonner la mise en place du cadre institutionnel et réglementaire de l'évaluation environnementale à Haïti. Étude, je pense, qui est terminée et le rapport final devrait être déposé d'un jour à l'autre. Et à travers cela, nous avons conduit plusieurs séries de concertations pour mettre en place aussi le Bureau national des évaluations environnementales, bien sûr avec la collaboration des Haïtiens. Donc, je vais aborder directement la présentation de l'étude en disant que nous allons avoir 2 présentations. La première présentation, puisque c'est la première fois que nous parlons de l'aspect environnement du projet, nous allons devoir faire une introduction pour présenter les enjeux de façon plus globale, sans aller dans les résultats à ce niveau. Par contre, nous allons aller de façon pointue
sur l'aspect biodiversité qui a fait l'objet d'études approfondies et sur lequel aspect il y a déjà des résultats définitifs et que nous sommes obligés de prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale. Et certainement, malheureusement, l'aspect vulnérabilité de l'île va commencer maintenant, parce que c'est un autre aspect qu'il va falloir intégrer dans les prises de décision à travers l'évaluation environnementale. Il est important de mentionner ici qu'on parle de l'étude d'impact environnemental et social, qui est différente de l'évaluation environnementale stratégique. Moi-même, quand je suis arrivé pour la première fois, on m'a présenté l'étude, ma première réaction a été de mettre l'étude d'impact environnemental de côté et de travailler pendant les 3 premiers jours sur un document de plaidoyer pour une évaluation environnementale stratégique de l'île, du projet de l'île à Vache. À la fin peut-être de ma présentation, je vais ressortir les justificatifs effectivement de cette proposition qui me semble de plus en plus pertinente, surtout quand j'ai assisté à la présentation de la dernière fois au ministère du Tourisme. Donc sur ce, très rapidement, donc ma présentation, je vais passer à travers le projet, repréciser les mandats du SRAD en discutant de la portée des études à faire, notre approche méthodologique et notre équipe de recherche, ou nos équipes de recherche. Quelques résultats préliminaires, on mettra l'accent sur les résultats donc, de l'étude faite par CIINC. Ensuite, des éléments concernant l'avancement de l'étude d'impact environnemental lui-même. Évidemment, c'est un projet qu'on ne peut que saluer lorsqu'on parle du projet d'aménagement touristique de l'île à Vache. Quand on regarde ses objectifs, je voudrais peut-être anticiper pour dire que ce sont des objectifs que moi j'ai personnellement essayé de ressortir à travers les lignes, que j'ai essayé de ressortir à travers toutes les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, pour dire que c'est des objectifs qui ne sont pas très bien compris par la majorité des Haïtiens. Mais pour moi, c'est des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers le développement du tourisme et de l'agriculture sur l'île à Vache. C'est des projets qui contribuent à l'amélioration de la sécurité et au contrôle maritime, évidemment, d'un niveau beaucoup plus stratégique. Mais c'est aussi un ensemble d'activités qui concourent à l'amélioration de l'éducation et de la santé au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'île à Vache. C'est une contribution, une opportunité de contribution majeure à la conservation et la valorisation de l'environnement marin, donc de l'environnement de l'île à Vache. Quand je parle de conservation, aujourd'hui on ne parle plus de protection, on parle plutôt de conservation et valorisation, ce qui s'inscrit très bien dans le cadre d'un projet d'écotourisme. Quand on parle de tourisme durable, comme l'a dit M. le ministre, je pense que parce que ces éléments sont très importants à définir comme en quelque sorte des références, parce que ça va influencer effectivement les décisions des bâtisseurs par la suite. Donc, je ne vais pas... vous avez certainement tous vu cette carte qui présente, disons, le projet dans son ensemble, avec vers le côté est l'emplacement de l'aéroport. Un peu dans la partie nord, on ne voit pas très bien à distance, mais on a la zone Madame Bernard. Et il y a d'autres sites, plusieurs autres sites, effectivement, qui concernent une multitude d'activités prévues dans le cadre du projet, que ce soit d'autres petits ports ou des activités de construction, d'hôtels, de condos, mais aussi d'aménagement de plage. Donc c'est tout cet ensemble qui va constituer le projet Île à Vache, que moi j'ai essayé de récapituler en disant les composantes de l'ensemble du projet. C'est donc la construction d'un aéroport avec une piste de 2,6 km. C'est très important la question de la longueur de la piste en la matière, parce que ça définit toutes les... ça rentre en ligne de compte dans l'accréditation ou la certification de l'aéroport en tant qu'aéroport international. Mais c'est 2,4. Ah, c'est 2,4. Je me suis... Ok, d'accord. 2,4 à 45. Avec 2,4 de longueur et 45. C'est ça. Qu'est-ce qui va être classé AC? Oui, la précision vient après, c'est vrai.
Ensuite, il y a la construction de l'axe routier qui mène à l'aéroport. Il y a l'aménagement et le dragage au niveau du port, du port au niveau de Madame Bernard. Il y a des questions certainement d'électrification, des constructions d'hôtels et des réalisations de centres de radio communautaires, la création de centres d'urgence, la mise en place d'infrastructures agricoles. Donc on voit effectivement une multitude d'activités qui concourent à favoriser un développement intégré. Souvent les gens prennent le tourisme avec une certaine connotation négative. On a changé de titre. Ah ben voilà. On a intégré le DNH. Ah ben On vous envoie la dernière version du plan directeur. C'est le plan de développement intégré. Excellent. Donc, cette appellation, qui est beaucoup plus juste d'ailleurs. Juste pour que les volets économiques, agriculture, pêche, social, renforcement de l'État, tout ça sort du développement touristique, santé. Exactement. Donc on a changé le titre du document. Excellent. Donc ce qui veut dire que le SRAD s'inscrit dans la même ligne de réflexion que vous autres. C'est bon. Donc par rapport au mandat du SRAD, tantôt je parlais de faire la différence entre l'étude d'impact sur l'environnement et l'évaluation environnementale. Et d'une part, et d'autre part, la réalisation d'études d'impact environnemental et social sur l'aéroport qui va être situé à la pointe Est, et l'étude d'impact du port qui est donc situé sur le site de Madame Bernard. Donc il faut prendre en compte cette spécification du mandat qui ne permet pas de couvrir tous les enjeux liés au projet quand on le considère dans son ensemble. Et il y a des limites à cela parce que sur plusieurs enjeux, il y a des interactions très importantes, même de communication stratégique qui devraient être pris en compte à un niveau beaucoup plus stratégique. Il y a une sorte, je dirais, de pourquoi pas profiter de l'occasion pour élaborer des documents qui peuvent servir de référence pour des études d'aménagement futur d'îles en Haïti, parce que comme l'occasion est là, c'est important d'élaborer des outils qui peuvent rester au niveau du ministère. Comment on va faire la compensation des personnes expropriées dans le cadre de développement d'îles? Comment on va faire ci, comment on va faire ça? Donc, encore là, c'est un bon point parce qu'il y a une discussion qui se fait à l'intérieur. Le Premier ministre en a parlé dans un des conseils précédents qui va s'appeler la politique de développement des îles d'Haïti. Exactement. Donc, il faut justement penser à tout ça, définir une politique stratégique de gestion du développement des îles. Je pense que l'école des lavages va servir à alimenter cette réflexion. Exactement. Donc, c'est une démarche qui va se continuer. Exactement. C'est une démarche qui va devoir se continuer. J'aborde la question parce que ce matin, j'ai eu un échange avec mon ancien directeur de thèse, le professeur Jean-Philippe Wob, qui est l'un des rares spécialistes en évaluation environnementale stratégique à l'Université du Québec à Montréal, responsable du groupe GEGER au niveau du département de géographie de l'UQAM. Et j'ai promis à l'ingénieur Ligondé de le mettre en contact avec lui parce que c'est quelqu'un qui peut apporter une aide capitale. Parce que l'UQAM est en train de mettre en place une collaboration avec l'université Quisqueya pour encadrer aussi des étudiants au niveau du doctorat. Donc c'est des choses qui peuvent s'intégrer. Je voudrais également demander d'ajouter, lorsqu'on a parlé des études, sur les différentes études, on n'a pas mis il faudrait ajouter après, voilà, ici, études sur les risques de cycloniques, donc séisme cyclonique, Oui. De tsunami et également de changement climatique. Okay, On a le changement climatique et sur justement avant-hier avec Gary et le docteur Guéguer qui l'a parlé avant, nous avons défini totalement ce qu'on a transmis à la ministre du Tourisme la semaine dernière, cette partie sur les changements climatiques qui ont été ça va être. On devrait revoir même tout le projet du corridor biologique du ministère de l'Environnement. Oui. Pour voir justement est-ce qu'il a. Pour le corridor biologique. Donc, Astrid, sur ce dossier-là, il s'y connaît bien. Ça passe. Donc, je dirais que du point de vue approche méthodologique, on s'inscrit dans le cadre d'une approche classique. Mais la particularité de notre démarche va être de mettre l'accent sur les enjeux
les enjeux parce que nous avons justement affaire à des sources d'impact qui sont reliées à des activités. Mais du milieu, nous allons établir la sensibilité du milieu. Parce que l'étude d'impact, c'est de faire un lien entre insérer le projet dans un milieu en tenant compte de sa sensibilité. Et ça va nous permettre d'identifier les impacts, de proposer des mesures d'atténuation. Ensuite, de voir quels sont les impacts résiduels. C'est les impacts qui vont rester malgré toutes les mesures techniques qu'on va devoir faire. Parce qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, que de déplacer 5 familles ou 10 familles. Parce qu'ils sont vraiment sur l'emprise Donc, ce sont ces impacts résiduels. En ce moment, on va penser à la compensation. J'ai regardé en passant la procédure de compensation à travers le ministère des Finances, je crois. J'ai vu qu'il y a une structure qui existe déjà, mais il faut faire attention par rapport au processus de compensation mis en place de façon classique et les procédures de compensation dans le cadre des projets d'études d'impact. Parce que dans le cadre des projets d'études d'impact, il est de la responsabilité du promoteur de prendre la procédure ou le processus de compensation de bout en bout. C'est-à-dire que ce n'est pas à la personne impactée de prendre un avocat, de faire ci, ça pour faire valoir ses droits. Non, il appartient au promoteur d'accompagner ces derniers à avoir toutes les facilités pour qu'ils soient compensés. Et l'objectif de la compensation est clair selon la politique de sauvegarde de la Banque mondiale et adoptée par la plupart de nos pays. L'objectif de la compensation, c'est que le projet doit mettre les personnes touchées dans une situation qui est au moins égale à la situation dans laquelle le projet les a trouvées. Ça, c'est la base dans tous ces projets d'études d'impact. Donc, la finalité, pour nous, après une participation publique, ça va être effectivement de valider tous ces éléments qui vont être consignés dans ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale. On devrait avoir un plan de gestion environnementale et sociale pour le port et un plan de gestion environnementale et sociale pour l'aéroport à part. Maintenant, à travers les autres études réalisées, on peut avoir des plans d'urgence qui prennent en compte d'autres éléments. Souvent, moi, je rajoute toujours un plan de renforcement des capacités parce qu'il ne suffit pas d'élaborer tout ça et de laisser sur papier et mettre dans les tiroirs. Pour faciliter la mise en œuvre, c'est important, d'une part, que les gens du ministère, donc le promoteur, soient accompagnés pour avoir les capacités de mettre en œuvre effectivement les mesures identifiées. Et d'autre part, de donner les capacités aussi au ministère de l'Environnement pour pouvoir contrôler effectivement la mise en œuvre de ces éléments-là. Donc c'est important de prendre en compte ces aspects. Un volet qui prend en compte la connaissance du projet, un autre la connaissance du milieu, l'analyse des impacts, l'élaboration du plan de gestion. Et à côté de tout ça, il y a souvent ce qui est négligé, c'est que même pour gérer l'étude d'impact environnemental, c'est déjà un projet à part. Donc la gestion de l'étude d'impact est une boîte, parce que c'est une série d'activités qui permettent de mieux coordonner. Mais juste un élément pour tellement d'informations, je pense que c'est important. Même si je ne sais pas la présentation, je pense que comme tous ici, c'est important de mentionner. Dans le comité de pilotage interministériel, que vous avez cité le dernier, qui se réunit depuis tous les mois, depuis le début du projet, qui a commencé en août 2013, le ministère des Finances, la DGI est impliquée. Donc, on a eu la direction de la DGI qui est venue sur l'élevage plusieurs fois. Récemment, ils sont allés à Mme Bernard, ils ont déjà fait des relevés. Donc, le promoteur, le ministère du Tourisme, le gouvernement prend en charge déjà cet aspect-là. Et on ne va pas laisser personne faire face à ses propres problèmes, c'est évident. C'est déjà mis en compte dans la structure du projet. Et surtout l'implication des comités citoyens de l'île Abache. Il faut impliquer la population à ce stade-là. Exactement. Parce que, et pas aussi longtemps qu'on essaie pas d'impliquer la population pour l'alphabétiser en même temps par rapport à l'éducation environnementale, la protection environnementale, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Et il faut utiliser la radio, la voile. Il faut produire aussi des matériaux éducatifs, vraiment des matériaux éducatifs très adaptés en créole pour apprendre aux gens de commencer à avoir
un autre comportement par rapport à l'environnement. Parce que les gens ne font que détruire de plus en plus l'environnement. Oui, ça c'est... Et il faut leur dire que voilà, on veut justement réhabiliter l'île, on veut protéger l'île. Il faut vraiment avoir tel type de comportement. Est-ce qu'on va impliquer les gens dans l'agriculture urbaine familiale? Est-ce qu'on va impliquer les gens dans la gestion des déchets, comment séparer les déchets organiques des déchets dangereux et comment recycler ces déchets dangereux-là? C'est vrai que bon, c'est pas le rôle essentiel du CHRAD, mais je pense que CHRAD doit en tenir compte dans les recommandations de ces études et même définir une stratégie pour le gouvernement pour qu'on puisse repartir du bon pied. Exactement. On n'aura pas besoin justement d'appeler chaque 10-11 ans, soit pour le faire. Sinon, dans 10-11 ans, CHRAD peut revenir pour une évaluation, mais pas pour faire d'autres recommandations. Exactement. Donc je pense que là, vous venez d'anticiper sur mes recommandations parce que moi, je dirais peut-être à ce stade, c'est important que le CHRAD, qui est un conseil pour le ministère du Tourisme, soit d'une manière ou d'une autre associé au comité de pilotage. Parce que je pense que c'est important de regarder cette possibilité. Donc, rapidement, l'équipe de recherche, je ne vais pas insister là-dessus, ça a été déjà présenté. Il y a un niveau de coordination, mais il y a aussi un niveau d'intervention de spécialistes haïtiens. Mais aussi, actuellement, nous avons un collègue, professeur Yonke, qui est actuellement professeur associé à l'UQAM, camerounais d'origine, qui travaille avec moi de façon à distance sur l'analyse des impacts. Je dois lui envoyer les dernières informations concernant les différents projets. Et ce que nous avons, il y a l'équipe spécialisée donc, des Américains qui travaillent sur les aspects biodiversité et vulnérabilité. Mais ce que nous avons prévu, c'est que pour nous assurer de la qualité du rapport final qui va sortir, nous sommes en train de cibler un senior au Canada qui va faire la relecture finale pour consolider le rapport qui sera produit. Dans le cadre de ce projet, mais Anne est docteur en biologie et fait partie d'une autre organisation, Ecology, qui est une autre compagnie américaine qui est rentrée sous C-Inc dans le cadre de ses études. Par exemple, il va parler de l'UQAM. On a 3 universités américaines qui sont en train de regarder ces études avec nous. Lorsqu'il fallait lancer tout ça, il y a nos experts haïtiens qui sont là, sans lesquels on n'aurait pas pu travailler. Par exemple, si on prend le travail de quelqu'un qu'on n'a même pas cité ici, qui est Gourège, sans Gourège, le travail de Gourège et de Risma comme sociologue, comme anthropologue et également, personne ne pouvait monter sur l'île. Ils ont travaillé 3 mois avant sans salaire. Le CHRAD avait travaillé pendant 3 mois sans salaire pour aider le ministère du Tourisme. Mais lorsqu'on arrive sur l'île, c'est une chose facile pour nous de monter sur l'île. Parce qu'on connaît presque toutes les familles, on connaît les gens, ça a été une chose facile pour nous de monter sur l'île. Par exemple, on va faire la concertation publique dans une semaine. Ça, on ne se fait pas de soucis. On va faire une grosse concertation publique parce qu'il faut dans le cadre de notre mandat, faire cette concertation publique. Et là, on va aller sans problème sur l'île, faire la concertation publique, convoquer tout le monde, parce que ça fait partie de notre mandat. Maintenant, justement, il fallait regarder les experts haïtiens qui sont au CHRAD. Nous sommes 32 experts haïtiens. Avec quand même, j'aime dire ça, et c'est une bonne chose quand au moins que ce pays, le CHRAD a pu reprendre 4 anciens ministres, dont 3 sont en plein temps chez nous. Et, c'est la mémoire de ce pays. J'aime toujours dire au ministre Jean-François Thomas, après être ministre, je crois que vous avez un doctorat. Moi, je n'ai jamais parlé de mes études. J'ai 5 diplômes américains. J'aime toujours dire ingénieur, que c'est mon premier diplôme que j'aime. Mais j'ai 5 diplômes quand même américains. Mais quand même, toutes mes études universitaires jusqu'au doctorat, de maîtrise également. Maintenant, une chose qui est importante, lorsque je vois les ministres haïtiens, avec tout ce qu'ils ont comme... Je les vois, que ce soit ceux qui sont chez moi, et ceux avec lesquels je travaille le plus souvent, ils ont une somme d'informations qu'ils ont accumulées au cours d'une année ou deux. Après 18 mois, j'ai regardé par exemple le ministre de l'Environnement qui parle d'environnement. C'est ça très difficile. Même un jeune qui a fini son doctorat, d'amasser le maximum, l'information qu'il a déjà. La somme d'informations et la somme de décisions qu'il a prises dans le système. Donc j'ai dit toujours que pour moi, un ministre est déjà docteur dans son domaine. Et je vous assure, je peux le voir avec Jacques Gabriel, bien chez nous, par exemple, l'ancien ministre des TPTC. Jacques, lorsqu'il rentre dans un domaine avec la somme d'informations, c'est comme René maintenant qui fait toute une série qui rentre dans le système
avec tous les projets qu'il dirige, ça lui donne une qualité d'information que même s'il n'a pas un doctorat, comme on en a tellement chez nous qui ont des doctorats, finalement c'est comme s'il avait un doctorat. Parce qu'il n'y a pas seulement la formation classique qui est... L'autre nuance aussi, c'est que ça nous rend beaucoup plus sereins. Parce que quand nous sommes à l'intérieur justement du gouvernement, avec toutes les actions conduites par ce gouvernement et méconnues par l'opinion publique, nous sommes sereins et nous nous sommes dit qu'il faut travailler 24 heures sur 24 pour atterrir une stratégie de communication pour permettre à l'opinion publique de comprendre ce qui se passe. Parce que les gens ont construit une perception erronée de ce qui se passe avec le gouvernement. Et là, vous avez dit quelque chose de très important. Je pense que le contexte anthropologique, le contexte sociologique, et d'ailleurs sociologique différent du contexte anthropologique, tu vois, il y a beaucoup plus de dimensions dans le contexte anthropologique. Il faut tenir compte du contexte anthropologique de l'intervention, il faut tenir compte justement de la précarité du gouvernement, manque de moyens du gouvernement, il faut tenir compte de la mauvaise représentation de l'international qui pose un regard erroné sur ce que nous sommes comme peuple avec notre identité. Et il faut tenir compte aussi de la société qui est en crise aujourd'hui. On a une société en crise, où tous les acteurs sont en crise. Ça explique qu'il y a beaucoup de mésinformations, de mauvaises interprétations de ce que nous faisons. C'est ce qu'on a eu avec le projet de l'île à Vache, où c'était plus facile pour certains politiciens de manipuler les gens de l'île à Vache sur le projet. Moi, je pense un projet aussi intéressant. Dans la stratégie de recommandation de l'étude, il faut monter un plan de communication adapté, approprié à tout ce contexte complexe. C'est un contexte fort complexe. Fort complexe. Comment arriver justement à impliquer la population et comment arriver aussi à informer l'opinion publique sur le bien fondé d'un tel projet. Et non pas justement de laisser l'opinion publique avec cette intoxication qui te dit, bah écoute, c'est Fania Prandine là, c'est bah touristique, et comme c'est bah touristique, c'est bah négatif, alors qu'on vit dans un pays qui a un problème d'emploi, on vit dans un pays où il y a un problème de services sociaux de base. Il faut qu'on arrive justement à informer mieux, informer avec toujours dans la cuisine de notre représentation, l'analyse du contexte. C'est ce que j'aime un peu avec cette démarche, c'est qu'on analyse vraiment le contexte. Alors, je dirais, pour appuyer tout ça, voilà ce qui nous est arrivé au monde de l'hôpital. Le monde de l'hôpital, c'est un éjecteur de ministres. Sans une approche concertée et une approche, ça veut dire sans réaliser que les gens, les riverains, les communautés du monde de l'hôpital ne s'approprient le projet, il était impossible de gérer un projet de cette dimension. C'est la zone la plus difficile, la plus dangereuse. Et c'est ce qui a failli arriver à l'île à Vache. Mais heureusement qu'il y a certaines expériences antérieures qui ont pu. Mais maintenant, on sent la tendance, parce que j'entends quelques conversations, que la population de l'île à Vache commence maintenant à s'approprier du projet. Et c'est ça, tout autant que, comme dit la Miss Rosanne, on ne fait pas que la population vienne voir le projet de façon interne, de façon organique, on n'arrivera pas. Et cette concertation, et je pense qu'elle est mûre pour être réalisée là, pour que déjà maintenant la population prenne ça en charge. Moi, je pense qu'on avance bien. C'est ça. Le grand défi, c'est d'avoir des résultats rapides aussi, parce que les gens veulent voir des résultats. Oui, définitivement. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le projet d'eau potable, les 7 fornages qui ont été faits, on a réussi à avoir des gens voient déjà l'eau. Ils donnent de l'eau dans les transversales sur l'île. Donc ça, on peut plus facilement. Ils voient qu'on n'est pas à l'oral. Exactement. Même s'il n'y a pas d'aéroport, on commence à rire. C'est ça. Donc, bref, ça résume effectivement, parce que ça c'est l'autre facette en tant qu'expert, ou les experts internationaux en général ne veulent pas mettre de l'avant, c'est qu'un expert international c'est quoi? C'est un analyste.
un analyste qui banalise les experts nationaux. Parce que c'est un analyste qui va dire aux experts nationaux, allez-y me prendre les informations, mais vous n'avez pas la capacité d'analyser, vous me laissez analyser à votre place. Alors que nous sommes dans une situation assez délicate où l'analyse des experts locaux a plus d'importance dans ce cas-ci par rapport à ce regard extérieur. Ça, c'est... Les études sur la biodiversité ont démontré effectivement que l'île à Vache ne faillit pas à sa notoriété en tant que complexe écologique assez important, parce qu'ils ont identifié effectivement sur l'île un certain nombre d'écosystèmes. Je pense en arrière-plan, vous voyez les images qu'ils vont représenter et mieux expliquer par la suite. Et puis, c'est des écosystèmes de mangroves qui sont vraiment très importants. En passant, il faut rappeler que la mangrove, c'est pour la survie même de l'île. On parle de beaucoup de risques, mais l'élément de défense naturelle de l'île, c'est la mangrove. Donc, c'est fondamental de faire en sorte de préserver effectivement ces écosystèmes de mangrove. Et ce qui est important aussi, c'est de voir effectivement en termes de nouveautés ou de découvertes, c'est la mise en évidence d'une forêt naturelle qui est unique sur l'île. Ils vont nous donner plus d'informations là-dessus. Et normalement, c'est des informations qui devraient nous amener à revoir certains aspects du projet. Et enfin, c'est le nombre important d'espèces animales et végétales, donc une biodiversité assez riche, qui ont été identifiées sur l'île, des habitats naturels donc à préserver. Bref, moi quand j'ai vu tout ça, je me suis dit simplement, nous avons face à nous un environnement qui est très riche. Un écolo dirait à ne pas toucher, mais un gestionnaire de l'environnement dirait comment je peux valoriser cet environnement. Et la valorisation vient à bon point parce qu'il y a une conservation écologique qui est bien conciliable avec la valorisation touristique. Et l'important, c'est de faire attention à la sensibilité du milieu. Moi, je pense que si on s'inscrit dans ce cadre, ça devrait être vraiment notre créneau à tous pour aller de l'avant. Elle va revenir sur cette carte que je ne vais pas présenter. Je vais aller plutôt sur le deuxième aspect de la présentation, c'est-à-dire que l'état, on a essayé de regarder tous les éléments d'études. Vous voyez autour de la pointe est, comme dans cette zone, effectivement, il y a eu des études sur la connaissance du milieu, donc le milieu physique, le milieu biologique. Nous avons une équipe qui doit repartir cette semaine pour l'analyse de la qualité de l'eau, mais il y a eu un recensement détaillé qu'on va voir. On va voir tantôt les bases dans toute cette zone, effectivement pour savoir le projet va toucher combien de personnes sont à déplacer, combien de personnes vont avoir des biens perdus, combien de personnes sont concernées par l'agriculture. Un travail très poussé d'une équipe coordonnée par M. Rodner a fait ce travail et l'analyse continue en la matière. La même pour avoir par la suite les différentes présences que nous avons. J'avoue que quand nous-mêmes nous sommes allés sur le terrain, on a travaillé le premier jour il faisait noir, il faisait obscur, et puis les motos les guides, les conducteurs de motos qui nous transportaient étaient très inquiets. Parce qu'ils nous ont dit, ils ont décidé, ils se sont concertés rapidement, ils étaient 3 ou 4, de changer de voie, c'est-à-dire ne pas emprunter la voie qu'on a empruntée pour venir. Non mais écoute, on est quand même un gouvernement responsable. Ouais. Nous sommes conscients, écoute, qu'il y a eu un travail assez, je dirais, un travail assez mobilisateur de la part du CHRAC. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire là ici. Ouais. On a mené nos investigations assez poussées. Le problème est parti de la HAT avec un groupe de la HAT qui jusqu'à présent continue à donner des problèmes. Qui pratique de la violence même sur l'île. On est assez responsable et on n'a pas d'autre choix que de prendre des dispositions par rapport à ça. Ce n'est pas un problème de la population, c'est que ce groupe de la HAT a manipulé justement toute la population pour faire savoir aux gens, écoute, qu'on allait mettre toute la population, tout un pan de la population dehors de l'île. Ils ont fait beaucoup de manipulation
manipulation avec le projet d'arrêté. Et moi, j'ai été même à Caïport qui m'entretenir avec des pêcheurs. Et les pêcheurs, ils m'ont dit carrément qu'ils ont été invités justement à une rencontre. Et voilà ce qu'on leur a dit. Et c'est la population même qui parle maintenant. C'est pour vous dire qu'il y avait toute une manipulation bien concoctée de la part de certains politiciens. Et nous autres, nous avons rencontré aussi cette force. Nous les avons rencontrés, nous les avons confrontés. Ok. C'est le jeu. Non, les élections sont tout bientôt et puis bon, il y a des gens qui visent, je ne sais pas, l'électorat de l'élevage pour devenir soit député sur l'île. Il y a des sénateurs qui visent l'électorat. Et puis on essaie par tous les moyens de manipuler la population contre le gouvernement. Et puis, on a essayé justement de désamorcer la manipulation. Mais il reste toujours un petit groupe à la Hague qui continue justement à faire de la violence. Mais le projet est important pour l'île, le projet est important pour la population de l'île, le projet est important pour la nation, pour le pays. On est le gouvernement responsable, on ne peut pas se laisser justement prise au piège par un groupe. Ils ne sont que 22 au niveau de la Hague qui donnent autant de problèmes. Sur 15 000. Sur 15 000 habitants. Donc, en argument, nous avons notre opinion et nous savons alors ce qui se trouvait vraiment là. Et c'était vraiment mon principal problème. Parce que moi-même, j'étais là pour travailler avec ces gens de leaders. Nous avons deux autres experts qui travaillent généralement avec la population. Moi-même, je me concentrais sur les leaders. Je ne sais pas vraiment si c'est alors leur nom. Je connais vraiment très bien. Nous avons la liste de tous ces leaders. Mais on n'est pas là justement, on n'est pas là pour des détails, c'est ça. Pour entrer en affrontement avec ces leaders, on les a confrontés. Et nous avons fait tout ce que nous pouvons pour ramener à l'océan. Non, mais c'était des leaders manipulés, dont les rases. Ces gens-là vous disent, nous-mêmes nous avons rien dans le ça, mais c'est là. C'est ça. Non, c'est. Et malheureusement, au sein de la plateforme, il y avait une forte proportion de ces gens de là qui n'étaient pas représentatifs de la population. Moi, je l'ai su rapidement en tant qu'intervenant communautaire. Je l'ai vu là. C'est pour ça que la plateforme n'a pas été validée par le gouvernement. Moi, j'ai personnellement dit au gouvernement de ne pas valider cette plateforme. Parce que la plateforme était piégée. Oui, de toute façon, c'était une transition. C'était une transition, il fallait travailler avec les leaders. Oui, mais ensuite, je serais faire un bon travail quand même. Pour lire à travers. Alors on va continuer, merci. Donc, Juste m'assurer d'une chose importante, quand on s'en vient aux inventaires, assurez-vous d'utiliser l'information qu'on a fait faire par l'OCACA. Vous avez ce rapport-là aussi qui donne tous les inventaires des parcelles. Okay. Donc dans la zone de l'aéroport, toutes les zones qui sont visées par le projet, on a l'inventaire complet et on va proposer de déplacer un peu l'aéroport. On va proposer de déplacer l'aéroport. On a vu hier, samedi, on a travaillé avec Estria. On va proposer de déplacer l'aéroport car vous allez voir un peu plus loin. Il y a une forêt unique. Il y a une forêt unique qu'il faut sauver. Et l'aéroport est tel que c'est dans cette étude est au cœur de cette forêt. Donc là, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher du tout. Ce qui compte, c'est l'axe. Oui, c'est ça. La position de l'axe. Alors Jacques Gabriel, en tant que séminaire des BTC, c'est à Estria, il leur a dit, écoutez, voilà où vous pouvez aller, et ça est d'accord. Donc c'est un déplacement un peu plus vers le nord, mais qui ne va pas affecter. Parce que vous allez voir des richesses extraordinaires. Moi, lorsque j'ai vu ce qu'elle est là-bas, on a été éberlué devant la merveille. On peut continuer rapidement. Donc justement, on va continuer rapidement pour permettre justement d'arriver à ce. Ça, c'est donc la présentation de l'aéroport. Je ne vais pas insister là-dessus. C'est connu de tout le monde, un procès au fonctionnement même de l'aéroport. En plus, il y a la voie d'accès. Et effectivement, il parlait du tracé actuel de l'aéroport qui touche qui se situe dans la pointe est et qui touche la zone de forêt dont on va parler tantôt. Justement, notre étude avait déterminé et délimité une zone, je dirais, d'étude, une zone d'impact du projet, mais surtout une zone d'impact au niveau pour les gens, mais aussi il y a du bétail là-dessus, donc d'élevage.
Mais vous voyez, au fond, effectivement, il y a une forêt, un début d'une forêt. Je pense qu'on va revenir sur cette forêt justement dans la présentation à suivre. Et justement, au niveau de cette forêt, effectivement, les résultats qui vont nous montrer l'importance de cette forêt font en sorte que dans notre approche, il vaut mieux plutôt miser sur sa conservation et sur sa valorisation. Et même de ces résultats. Donc on va essayer de réaliser ces résultats in situ. Alors, on a un rêve qu'on caressait depuis longtemps avec Annie, qu'on a monté au Stade. On a notre propre laboratoire d'analyse de l'eau. Donc on fait nos analyses directement chez nous. Et maintenant, justement, moi je voulais que le laboratoire aille au CAI. Je disais qu'il faut comme ça décentraliser ce pays. Bon, il est vrai que Annie, elle compte. Donc on a suivi quand même Annie. Non, mais ça vient car c'était elle qui avait recommandé. Elle a demandé que le laboratoire reste à Port-au-Prince et serve également à d'autres institutions. D'accord, là on a notre propre laboratoire pour analyse des eaux, que ce soit les eaux de surface ou bien les eaux souterraines. Donc, par rapport effectivement à la phase notamment d'exploitation, il y a un aspect important qui a mentionné, c'est que c'est les nuisances pendant le fonctionnement. L'un des enjeux les plus importants associés au projet d'aéroport, c'est aussi le bruit, la question du bruit pendant le fonctionnement, c'est-à-dire le bruit au décollage et à l'atterrissage qu'il faut gérer. Et dans le cas de Pointe-Est, il faut prendre des mesures pour que les gens soient éloignés le plus possible de la piste. Ça réduit. Premièrement. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'on ait des possibilités de reboisement. C'est-à-dire on peut avoir une cour, parce qu'on est obligé d'avoir une cour pour sécuriser la piste, mais ce serait intéressant de reboiser autour de cette piste et intégrer ça dans le plan de gestion environnementale et sociale, parce que tout cela va contribuer à absorber le bruit et à faire en sorte que l'impact sur les populations en dehors de l'aéroport soit amoindri. Donc tout ça et justement dans ce cadre, Thank you. Okay, so our team, Scientific Environmental Applications, myself, Joel, Ann Cox, and Gary, working for Shirad. Next. Okay. Notre équipe, en collaboration avec SHRAD, nous avons proposé cette étude pour vous aujourd'hui. Thank you. Ok, tu peux aller en anglais rapidement. Ok, on n'a pas besoin de traduire. J'essaie de lancer They don't need. Okay. Well, there you go. Very good. There you go. All right. Location. We all know the location. We can go next. Local people know the area by district name. Okay, next. And so our sites, our field sites, correspond to the districts. Very important, this slide and the next slide, the geology. So plant people like to say there's no life without plants. But the geologists say, well, there's no plants without geology. So when we work on a project, we think of both of them together and how they interrelate. And so the very important part about the geology on the island, this is the oldest part of the island, volcanic origin. All of this color up in here and up in here is alluvial or soils on top. This is variable types of rocks and stone. So you have many layers of rock with thin soil on top. And we will see a picture of that. This is also important because the high parts of the island is where the water is closer to the surface. The groundwater is closer to the surface of the aquifers. Over here, the underground water or aquifers is going to be very deep. So you have to drill deep to get to them. Okay, so let's go to the next part. This is on the North Shore. So this is
younger than the volcanic area, but you're seeing old seabed. Under the bottom of the ocean, the seabed layers, they erupted and they're uplifted. So they were once flat on the bottom and now they tilt up. And so these are ancient marine layers. And you can see the shoreline there is rocky. Okay, the soil horizon, this is about the soil. So let's say it's not consistently the same, it varies. So you have a thin soil horizon, and then you see the limestone underneath. So just as the geology flows. Okay. Now, the hydrogeology, water on the surface as opposed to the underground. So aquifers are going to be more likely here, and over here you may have them, but very deep, and these are more shallow. I'm going to show you a picture where there's a well at the surface around this area. And also, in between these high areas are, let's call them valleys for now, where mangroves reside. So in these pocket areas, you get mangrove growth, as well as mangrove growth on the fringe, on the outside, up here, and then down along in here, where the alluvial sediments are. Okay, next. Ce que je disais le samedi, c'est que ça c'est une carte qui est fondamentale pour l'équipe qui est en train de faire des forages sur le terrain parce que ça peut les guider par rapport à la qualité de l'eau. Yeah. So the geology and the hydrology, you're going to know where the plants are. Okay, so we had 60 field sites to sample, and we would go 500 meters from the edge in, or from in out. And so in these different sites, I'm going to show you some pictures of this on types of habitat. I'm going to talk about the quality of the habitat. And we have them over here, so if you want to look, I can show you a general area when we're just looking at the picture on the ground. Okay. So in our findings, we found that this is 68% native plants on the island, that's pretty good. Up in here, what the composition of the plants, grasses, trees, shrubs, a good bit of trees, between small trees and large trees, a good percentage of plants are tree forms. Okay, next. The other thing we did was to map the habitat, and I also have that over here so we can look at it later if you want to ask questions. And we lumped habitats together because there are different types of mangroves, there's different types of forest, but just to give you the big picture, we will call them wetlands. So wetlands, the dark green, include mangroves, marsh, salt flats, mud flats. So lots of different kinds of wetlands. And the wetlands you see up in here, and where the geology was, where the geology was, and I was saying there's pockets or little bays of the mangroves, and now you can see how it follows the geology. And then up here is kind of an arc. There's the Great Barrier. Down in this area, very, very, very special forest, seasonal evergreen forest, subtropical, in very good condition. The rest of the island, as you can see down here, excluding that area, this part in the main area is disturbed. It's either agriculture, residential, or some kind of clearing. It's been transformed or converted. Okay, we can go next. Juste pour préciser, madame, pour répondre à votre question, c'est de cette forêt. Now we'll look at some of the wetland habitats and how they're different. So you get some inland freshwater or brackish, not totally sweet water, herbaceous. So very soft grass-like plants inland and these pocket wetlands. Next.
some of the birds that we found, we found 49 species altogether and 300 and some counts of birds if you count all the different species. For instance, we saw 15 of this black stilt one day in the mangrove. Beautiful, beautiful bird. This is a red-listed bird, and we saw 5 of those. And so it's good to know that they're there. That's very important. We have these. Any protected species? Yes. This, the whistling duck, kind of seeping. This is the Creole. This bird is protected, as near threatened, listed as near threatened. Listed. And Importé dans les espèces à protéger. Ils a 5. Mais il y a un oiseau qu'ils ont trouvé qui est endémique, qui est uniquement qu'on a à la marche. Elle va vous en parler. the gray crowned pomped antelope is unique to endemic to Alabama. Okay, and so now we didn't see all of these, but it gives you an idea. You know, the snowy egret. Anyway, so it's the diversity, 49 different species, and we can go to the next slide. Thank you. Okay, so mangrove habitats again, wetland. Different kinds of wetland. This is riverine. This is a very good quality mangrove down in a valley. So it's protected down in the valley. This is on the south shore, and this would be all along in here where some of the rocky coast extends out into the water and is shallow. These are red mangroves out in here. Over here, this is a wonderful mangrove, and it's up in the western area, and you can see it in the Google picture. Big round pond. It was the last place that crocodiles were observed. And although we don't know them to be there, we do not know if they're not there. They may be there. We don't know. But passed down information from generation to generation, that was the place where they saw them. Okay. On the slopes, well, the geology. So down in the valley, you have the mangroves. On the slopes, there used to be seasonal evergreen forest. There's just a couple of places where this exists, but they're very disturbed. So they're not in the good condition because they have non-native species. They've turned them into basically tree gardens. But they're important for wildlife, regardless. And this slide is just to give you an idea of the kinds of things you would see there. And these evergreen forests, you have a canopy at the top layer. You think about a cake, and you think of the top layer of the cake. There's the trees at the highest trees, and then normally underneath you have shrubs, and then you have on the ground grasses or flowering plants. But in these places, there's a lot of shade, so you're not going to get a lot on the ground. This is a fungus, and this is, I wanted to give you an idea. This is a caper. We eat caper, and for cooking, and that's the flower, and that is one of the shrubs that grows there. So. Now, this is a very special forest. This is the one on the southeast coast, down in here, that was in yellow on the map there. And this forest is a lot of diversity. And also you can see it's more open, you have more light coming through, so you have a lot of understory plants, shrubs, grasses coming out. The other thing to point out is I would like you to remember on this whole south, moving from here, we're going to travel to the beach. And as you travel to the beach, the geology on the bottom is the same. So rock. So these trees, this is pointing to the rock on the surface. So here's the rock on the surface, and it's not even. You have pits that may be this deep or deeper. You have rocks that you move. You cannot walk in this area very easily. It's unsafe. So these trees, they're put their roots down, but they're growing on the surface as well. And so we'll go to the next.
some of the kinds of plants that live in this seasonal evergreen forest. And we have the Creole name. I like to eat these. We have these in Florida. We call them hog plum, but it's very, very good. And these are edible. These are important plants for birds and butterflies. These hummingbirds feed on the firebush. Okay. So you have all these images in IRS. You're going to have to use those pictures as in the... Yes. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est Okay. So we also. de l'île, c'est une des richesses pour la promotion de l'île. Et comme ils disaient eux-mêmes, par exemple, il y a cet oiseau-là, le ministre de l'Environnement l'appelle, bon, ils appellent ça en anglais, mais le nom créole c'est Catchy-Tête Gris. Mais dans la variété qu'ils ont, une des variétés de Catchy-Tête Gris qu'ils ont trouvées, c'est la seule qui existe au monde, une variété unique à Ilava qu'on a trouvé. À Ilava. Oui, et ils ont dit que eux, ils ont des amis à qui ils vont en parler, qui vont prendre l'avion rapidement. All right. So this is another idea in the forest. Other types of plants in this special place. Let's go next. Okay. So we're moving to the beach from the forest. We're moving south and east. There's the lighthouse. And you can see rocks on the ground and plants that like very dry conditions, xeric conditions, we like to say. Okay, now this is in here, seagrape, and you're still looking on the coast. We're going to look at a couple different plants in the surface, but you see the rocks on the surface. It's difficult to walk along this surface. And then, yes? Can I have something? Yes, please. Une des choses qui m'avait intrigué dans cette partie de la recherche, avant la photo qu'elle vous a montrée, vous avez vu des roches, vous avez si on regarde nous autres avec nos yeux d'ingénieurs, on a l'impression que vous n'avez rien d'extraordinaire. Par contre, lorsqu'elle est rentrée à 2-3 mètres plus proche, elle nous a dit regardez ce que cette structure représente en tant que valeur biologique. Et là, elle nous a dit voyez ces roches, la partie là, vous voyez comme des roches, c'est pas des roches en fait. En dessous des roches, regardez ce que vous avez comme merveille. Ce que vous appelez les éboles en mer, les crisps marins, les romarins la mer. C'est au niveau biologique, c'est des plantes à une valeur extraordinaire. Elle me disait c'est des plantes et des roches qui ont plus de 10 millions d'années d'existence qu'il faut protéger. Vous voyez, il faut faire le développement de comment on va valoriser et protéger tout ça. 10 millions d'années que ces affaires-là ont là. Vous avez vu les roches également de 10 millions d'années qu'il faut protéger. Je vais continuer. So I think this is like an impressionist painting to me, the picture. Come next. Okay, to give you an idea, now we're at the beach and the rocky shore continues out. So Gary believes that this is an older coral reef and maybe 10 million years ago it was living. So, you know, don't hold us to 10 million, but this is to give you an idea of what is on the ground here, magnified. This is a brain coral, and there are different pieces of shell and other kinds of coral. And one of the pictures you saw earlier, this is the sea rosemary, and that grows along in the rocky areas, so it tolerates extreme conditions. Different kinds of shoreline here. We don't have just sandy beaches. We have sandy beaches, we have sand and rock, we have cobble, so we have stones, you know, anywhere from this big to this big on the beaches. So we have a whole mix. These two are on the south shore, going kind of probably along this area here. These are both north shore. This is Abaco? Yes, and the resort is right there. So we're looking backward. Now we're moving north and we're traveling along the northwest coast. And then there's sandy beaches, but there's also this uplifted seabed, and it's on the shore as well. Okay, next. One of the activities of the residents is to sort the cobbles for construction or, you know, for other uses. And you can see this is an example of larger cobbles, and then they're
sorted it by size. And this is a different place than this. So this is going on in different places at the same time. And here, these are sorted piles. And most of this is done by hand. Okay, next. The coastal birds are a little different than the aquatic birds. And we saw, now these no longer are there. And pelicans would be there, of course. This killdeer, the deer. So let's go next. These are some of the plants of the shoreline. And we have the Creole names on them. Now, these plants are on the coast, but some of them will be in the mangroves. We like to say they didn't read the book. So even though we have a book and it says these mangroves grow here, and this grows here, and that grows there, no. The plants say no, we don't read the book. So this tree is we call buttonwood, mangrove, and this also is considered a fourth mangrove. Not a true mangrove, but a fourth mangrove. So that's just to give you some ideas, so we can go next. Some of the animals, some of these pictures we took in the field, and some were given by Society of Audubon, Haiti, lent to us because we didn't take this picture, but this is one of our pictures. This one, this one, this one. We saw this is the another listed species that's endemic to the island, the gray crowned palm tanager, and our picture just looks like a lot of green plants, so we used that. They were nice enough to let us borrow that. Okay, so we'll go next. Now, in summary, we found that habitats varied from good to poor. And what the chief problem is clearing of habitat, harvesting of wood for charcoal purposes or construction or whatever purposes. And what are the threats to wildlife? Well, to wildlife, the greatest threat is habitat. So space is very important. Habitat, the food you eat, having space to find food and to reproduce, that is the critical part. Animals worldwide, it's a loss of habitat. Okay, so I'm not quite yet done. So harvesting of food for wildlife, harvesting animals in the waters like conch before they can reproduce. So you're taking away the future generation of the conch. Litter is a big problem for a lot of birds and marine animals because they eat it or they get caught in it and it causes other problems. Okay, so here's some examples of habitat loss. Clearing of mangrove, harvesting wood for charcoal, clearing for agriculture, and farm animals being let into habitat and feeding on the habitat. We call this pressure on the habitat. Okay. Lowering of the water table. The more water you draw, you lower the water table, and so water is not as close to the surface. When you do that, you start drawing it down. That affects the plants, which affects the habitat. That affects people, because if they live on agricultural products, they're going to be affected in trying to grow those plants. So this well, there's actually water down here and you can't see it, but just to give you scale, you see the children up here. This is huge. And it's in this area where water is closer to the surface. Okay, so we'll go to next. So how are we constraining? What's causing some of these problems to protect habitat? Well, you have an island economy and island ecology. You have too many people to be able to feed and live on the island comfortably. And the island cannot sustain a large population. So again, the wood, public education, very, very important. There was a demographic study done by the Southwest Department, and they found a lot of interesting things. Literacy is, let's say it's close to 50%, give or take a few.
there's no real public infrastructure for collecting garbage, for water transmission, and for energy. So next. Je voulais juste rajouter quelque chose qui est fondamental dans une évaluation environnementale stratégique, c'est la question de la capacité de charge au niveau du support de l'île comme telle. On va créer un pôle économique et à côté, juste en face, il y a les cailles qui ont quand même un certain niveau de chômage élevé. Et dans quelle mesure, ça c'est la chose, c'est le point. Dans quelle mesure les gens vont quitter les cailles pour venir sur l'île à la recherche de l'emploi? Vont-ils vouloir y rester? Et à cela se rajoutent effectivement les touristes qui vont être le long, tout ça. Donc ça, c'est des éléments vraiment à analyser et avoir une stratégie d'utilisation. Alors, peut-être que pour répondre à la question, je voulais laisser au président de la République de le dire. Car nous venons de terminer l'étude de Schrapp qu'on a fait pendant 7 mois. Nous avons proposé justement pour contrecarrer ce problème que tu viens de pointer, le développement de la baie des Caraïbes. Nous venons de terminer l'étude que nous n'avons pas encore révélé à personne. On va laisser le président d'informer la population là-dessus. Mais justement, ça va permettre de balancer le problème de la base. Lorsqu'on est en train de jouer de la base, on a vu le problème. On dit, comment les touches des Haïtiens, c'est à nous également de faire des propositions, on vient de faire une proposition. Et justement, la proposition, c'est qu'on a vu qu'il y a justement 5, on a découvert les 5, avant de les îles, les 5 forts. Il y a 5 forteresses qui étaient justement dans la baie des Caraïbes, tout proche de la baie des Caraïbes, on a fait des études au de Sérigny et autres. Et là, on a retracé les forts, il y en a 2 qui sont sous 4 sous eau. Les os, et on en a parlé au gouvernement déjà de voir avec la ministre qui s'occupe du patrimoine et autres. Et là, on a fini, le projet a été étudié avec le système engineering, notre firme américaine. On a fait un budget pour le projet et tout. Et on a déjà trouvé un groupe financier pour la reprise de la construction du port des Caraïbes. Donc, on va laisser au président de celui-là dans le pays. Et là, on va lancer le port commercial, car ce qui était vecteur de croissance de l'économie de la ville des Caraïbes, c'était le port qu'on a perdu depuis 30 ans. J'ai grandi au Caraïbes, des fois sur les Caraïbes. J'ai grandi au Caraïbes, je connais ce climatique. Moi, je me souviens lorsque j'étais enfant, il y a des bateaux qui arrivaient chez nous, et on vendait du sucre et du café au Caraïbes, on vendait du vin, et toute autre chose, c'était la belle époque, j'étais avec 4-5 ans. Donc, on peut encore balancer. Donc, ce problème du vent de lavage peut être résolu. Donc, dès qu'on est à ce problème, on dit non, le problème n'est plus là, parce que déjà, on a déjà conduit le bébé là. Le développement de la sur la côte sud, et puis il y a beaucoup de fer qui s'en viennent dans l'eau. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire justement un développement parallèle sur toute la côte et pour protéger un petit peu le No, we have problems. Okay. So Do the you have also an idea about the slope of the watershed you have there? okay. So the GIS topography is very broad. It's not very refined, but the height of it's 150 feet. Maximum elevation is probably 150 meters. Yes, 150 meters. Yeah. Okay. Yes, the highest point on the island about 150 meters, and then it goes down to sea level. Right, but so the slope on the high points, I can't really tell you that. In the middle of the island, it's kind of rounded in a soft slope, so it's not steep. But in the bay areas, it's steeper. You know, it would be sort of like that. So Seasonal streams. yeah, because you get the rainfall. In the rainy season, you're going to get a lot of water washing down, and those mangroves are living there and helping keep the sediment out of the water.
and helping keep the slopes from eroding if there's vegetation there. But where it's cleared, then you're getting a lot of erosion and turbidity in the water. So that's why any of the mangroves are important, even if they're not that productive as a nursery for fish. So does that help answer your question? You are very strong in the main watershed you have there. I couldn't tell you. I would have an idea about what we can have about infiltration, Right. the rate of infiltration in the Infiltration. Well, can you? I mean, you are only in a small part of the island, but Infiltration to the water table for drinking water is mainly in the limestone area. is that's the western end? Yes, on the western end. So in this area is going to be more recharge, right? You saw the picture of the white limestone sloping rocks. That is located at the surface in several areas at the west end. Where it is fractured, it can hold groundwater. That's the most important source of drinking water is in the limestone. The rest of the drinking water is very, very poor. And so the recharge, It's the recharge. do you have an idea of how long that takes? Well, recharges every season. That the groundwater infiltrates only in areas of the limestone where it's fractured and porous, room for the water. The rest of the island, just a very thin surface water table. You would have to go much deeper to find good water. But in the limestone areas, there is a patchwork of good drinking water. So that has to be maintained. You do not want to cover your recharge areas. If you do, then you're going to lose your good water source. The other thing to realize is that when you develop, you want to make sure that the natural hydrology is maintained. If you do not maintain the natural drainage, eventually the mangroves and the coastal ecosystems will disappear because they depend on sediment eroding off of the higher areas to keep pace with the rise in sea level. So whatever you do, make sure you maintain the natural hydrology. Unlike Florida, where we've ruined the hydrology. Yeah, don't follow Don't do our us. example. Don't Floridize Okay. your